À la sixième intervention, avec maintenant Pauline Baer, qui est docteur en droit public et intervenante socio-judiciaire auprès de l'Association de politique et criminelle appliquée et de réinsertion sociale. Le thème de Pauline aujourd'hui est aussi particulier parce que maintenant j'ai découvert par hasard et je remercie Madame Guylaine Nicolas qui m'a vraiment dirigé vers vous sur ce sujet. C'est la place, entre guillemets, je dirais, de la femme au sein des prisons françaises, parce que là, on est en France, on ne peut pas le faire au niveau international. Donc, Pauline va nous présenter un petit peu l'état des femmes, notamment des discriminations qu'elles subissent en matière de droits de santé et d'autres aussi, que ce soit pendant ou après l'incarcération. Pauline, un grand merci d'avoir accepté d'intervenir et je vous laisse la parole. Merci à vous. Donc, avant de commencer mon intervention, je voulais remercier également la professeure Nicolas pour sa confiance ainsi que pour sa recommandation auprès de vous, cher Monsieur Badre, et à vous également pour votre invitation et donc pour me permettre de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la santé des femmes détenues. À travers cette intervention, il s'agira pour moi de dresser un état des lieux normatif et effectif du droit à la santé des femmes détenues au sein des prisons françaises. Pour débuter mon intervention, je citerai Monsieur Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui mentionnait les propos suivants. Il n'est jamais souhaitable d'appartenir à une minorité carcérale. Être une femme en détention ou mineure conduit à des droits souvent mal exercés. Parmi ces droits, bien évidemment, il y a le droit à la santé. Et pour le droit à la santé, c'est le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui a précisé que ce droit englobait à la fois les prestations de soins de santé, mais également des facteurs fondamentaux déterminants de la santé, parmi lesquels le logement, la nutrition, l'accès à des aliments sains, l'hygiène ou encore l'accès à l'éducation et l'information relative à la santé notamment. S'agissant des personnes détenues, celles-ci n'en sont pas exemptes. Et c'est l'arrêt Kundla contre Pologne de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 octobre 2000 qui l'a d'ailleurs confirmé. En dépit de l'obligation positive de protéger la santé des personnes détenues qui incombe à l'État, c'est-à-dire d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits de l'individu, il apparaît que les conditions de détention régulièrement dénoncées et récemment condamnées dans un contexte de surpopulation carcérale endémique pèsent lourdement tant sur leur santé physique que sur leur santé psychique. C'est particulièrement vrai s'agissant des femmes détenues qui représentent 3,4% de la population carcérale et dont le nombre s'élève au 1er janvier 2025 à 2789 personnes sur un total de 81 559 personnes détenues. En effet, en 2016, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes affirmait déjà être préoccupé par l'inquiétante surpopulation carcérale, les infrastructures vétustes, l'éloignement des proches en raison de la distance géographique des rares prisons ayant des quartiers pour femmes, des possibilités réduites de travail de formation et de formation continue, d'accès aux services de santé et aux services sociaux et culturels, et par le risque plus élevé de suicide et d'hospitalisation psychiatrique forcée. Selon l'Observatoire international des prisons, ces constats sont aujourd'hui toujours d'actualité. Au regard des préoccupations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, il apparaît légitime ici de se demander si les femmes détenues subissent des atteintes à leur droit à la santé, compte tenu de leur minorité numéraire et de leur genre. Sans trop de surprise, il apparaît que l'accès aux soins les concernant demeure trop faible, inégalitaire et indigne. Pourtant, les femmes détenues présentent un état de santé fragilisé avec une prévalence importante de troubles mentaux et de comportements à risque. Ces difficultés, bien souvent antérieures à l'incarcération, sont trop souvent aggravées par les conditions de détention telles que le manque d'activité, la faiblesse du maintien des liens familiaux ou encore le manque d'hygiène. S'agissant de l'accès aux soins déficitaire, inégalitaire et indigne tout d'abord. Conformément à l'ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, chaque personne détenue, majeure ou mineure, devra
devra pouvoir bénéficier de soins et de traitements médicaux chaque fois que cela sera nécessaire. Les personnes détenues devront pouvoir bénéficier de soins chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre. L'accès à des consultations et à des conseils psychiatriques doit également être garanti. En dépit de ces dispositions, les femmes souffrent d'un déficit d'accès aux soins tant au sein des prisons qu'à l'extérieur. À l'intérieur des prisons, tout d'abord, les femmes souffrent d'un déficit d'accès aux soins non spécifiques en général et aux soins psychiatriques en particulier. Au sein de l'établissement pénitentiaire, cette situation résulte de la faible proportion des femmes et du principe de non-mixité hors activité, j'y reviendrai par la suite, dans les prisons. En outre, les femmes souffrent également d'un manque d'accès aux soins gynécologiques ainsi qu'à la contraception. Concernant les femmes transgenres ou trans, c'est-à-dire les personnes dont l'expression de genre et ou l'identité de genre s'écarte des attentes traditionnelles reposant sur le sexe assigné à la naissance, ces dernières n'ont peu, voire pas accès au traitement d'hormonothérapie. À propos des soins non spécifiques aux femmes, tout d'abord, c'est la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022 qui est actuellement en phase de renouvellement, qui expose que les femmes ne peuvent en bénéficier que de façon très limitée. Cet état de fait est également mentionné par l'Observatoire international des prisons. En effet, l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, aussi appelée USMP, c'est-à-dire l'unité médicale qui assure la prise en charge sanitaire des personnes détenues et qui est située au sein même des prisons, n'est accessible aux femmes que quelques demi-journées par semaine durant des créneaux dédiés et limités pour éviter qu'elles croisent leurs homologues masculins. À propos de l'accès aux soins psychiatriques pour les femmes en prison, là encore, il est davantage limité. Pourtant, je l'ai rappelé en introduction, les données épidémiologiques montrent qu'elles présentent des prévalences souvent plus fortes que les hommes pour nombre de pathologies, et en particulier les troubles psychiatriques et les addictions. Cependant, compte tenu du principe de non-mixité, les femmes n'ont pour la plupart du temps pas accès à l'ensemble des 26 services médico-psychologiques régionaux, aussi appelés SMPR, c'est-à-dire un service de soins en santé mentale librement consenti, présent là aussi au sein des établissements pénitentiaires. Elles n'ont par ailleurs pas non plus accès aux USMP de niveau 2, c'est-à-dire celles qui offrent des soins d'hospitalisation de jour. En 2015 déjà, le contrôleur général des lieux de privation de liberté recommandait que la totalité des SMPR du territoire accueillent les femmes. Il a d'ailleurs dû réitérer cette recommandation en 2020. Pourtant, en 2018, seul le SMPR de Fleury-Mérogis accueillait des femmes pour des hospitalisations de jour. Cette situation est également déplorée par de multiples associations internationales. Par ailleurs, 5 SMPR sont habilités à recevoir des femmes pour les consultations et les activités thérapeutiques de groupe. Mais il n'existe aucun SMPR ou USMP de niveau 2 qui dispose de places adaptées pour les femmes détenues avec leurs enfants. Dans ces conditions, lorsqu'une femme nécessite une hospitalisation psychiatrique de jour, elle est contrainte d'être hospitalisée soit à l'hôpital de proximité, soit au sein d'une des 9 unités hospitalières spécialement aménagées, aussi appelées UHSA. Les UHSA sont des unités de soins situées au sein d'un établissement public de santé mentale qui est enserré par une enceinte pénitentiaire. Elles prennent en charge des personnes détenues des deux sexes, majeures et mineures, qui nécessitent des soins psychiatriques. À propos des soins gynécologiques maintenant, le suivi gynécologique en prison est extrêmement complexe, voire impossible pour les femmes trans qui sont incarcérées dans un quartier pour hommes. Cette situation résulte du manque de gynécologues intervenant en milieu carcéral. En effet, en 2016, une enquête concernant la prise en charge sanitaire des femmes détenues a été menée par la direction de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire une des 5 directions qui composent le ministère de la Justice. Et il ressortait de cette enquête que les équivalents temps plein de gynécologues étaient peu nombreux au sein des établissements pénitentiaires.
De plus, selon les directions interrégionales des services pénitentiaires, c'est-à-dire les services déconcentrés à l'échelle interrégionale de l'administration pénitentiaire, l'accès aux consultations gynécologiques est extrêmement variable d'un établissement à l'autre, ce qui crée une inégalité importante là aussi entre les. Par ailleurs, le manque de spécialistes contraint également le déploiement de dépistage des cancers féminins tels que le cancer de l'utérus, ou encore le cancer du sein, et ce, en dépit du principe d'équivalence des soins. En outre, en dépit des dispositions prévues, l'Observatoire international des prisons a mis en lumière que les suites de couches sont peu ou pas assurées, et en particulier la rééducation du périnée. À propos maintenant de l'accès à la contraception. Là encore, c'est l'Observatoire international des prisons qui a informé qu'en 2019, il recevait de nombreux témoignages de femmes qui s'étaient vues refuser l'accès à un contraceptif ou dont le retard de livraison mettait en péril leur contraception. Pourtant, là encore, des dispositions prévoient qu'un stock de médicaments spécifiques indispensables aux femmes doit être disponible en détention. Et ce principe s'applique notamment, comme le rappelle le Comité européen pour la prévention de la torture, à la pilule contraceptive. Enfin, pour les femmes trans, et malgré la garantie de l'accès à un parcours médical et plus particulièrement au traitement d'hormonothérapie, la poursuite d'un traitement hormonal peut s'avérer difficile. Cet état de fait est là aussi régulièrement dénoncé. En outre, le contrôleur général des lieux de privation de liberté souligne qu'il est quasiment impossible d'amorcer ou de mener une transition médicale au sein de l'établissement, compte tenu de la réticence de plusieurs médecins. S'agissant des soins à l'extérieur de la prison maintenant, en cas d'hospitalisation, lorsque celle-ci est possible, compte tenu du manque de place au sein des unités pour malades difficiles, aussi appelées UMD, ou de rendez-vous médicaux pris à l'extérieur de l'établissement, une extraction médicale devra être réalisée. Ces extractions médicales posent de multiples problématiques. Tout d'abord, donc, la problématique des extractions médicales. Compte tenu du faible nombre de permissions de sortir pour raison médicale octroyées, l'accès aux soins à l'extérieur de l'établissement ne peut se réaliser que grâce donc aux extractions médicales. Ces extractions répondent donc à deux impératifs. Il y a d'une part la prise en charge d'une urgence médicale et d'autre part l'accès à des actes médicaux spécialisés qui ne seront pas réalisés au sein de l'unité sanitaire. Réservées aux seules urgences durant la crise sanitaire, les extractions médicales rencontrent en temps normal des difficultés d'organisation. Les difficultés de réalisation des extractions tiennent au manque de véhicules et de personnel disponible pour les réaliser. Le manque de personnel et de véhicules est évidemment accru en cas de surpopulation carcérale, ce qui concerne un grand nombre d'établissements. Dans ces conditions, il arrive encore trop souvent que les extractions médicales soient annulées, voire reportées. Et les fréquentes annulations d'extractions médicales sont dénoncées maintenant depuis de nombreuses années. Pour cause, cette situation est préjudiciable à tous les détenus, mais elle est encore davantage pour certaines minorités, parmi lesquelles les femmes en général, mais également les femmes enceintes, celles qui ont accouché, les femmes trans ou celles qui souhaiteraient avoir recours à la procréation médicalement assistée. En effet, ces annulations de dernière minute sont très peu compatibles avec les rendez-vous extrêmement précis exigés par la réalisation d'une assistance médicale à la procréation notamment. Outre l'indisponibilité des escortes pénitentiaires, dans plus de la moitié des cas, l'annulation des extractions médicales serait due à un refus des personnes détenues elles-mêmes. Le refus de ces personnes s'expliquerait en partie par les conditions d'accès aux soins au cours des escortes médicales et notamment le recours aux entraves. Autant, selon le Comité européen pour la prévention de la torture, le recours aux entraves et la présence du personnel non soignant lors des extractions médicales se sont perpétués pour devenir une situation qui est considérée comme la norme pour beaucoup. Il note donc une véritable dérive sécuritaire à ce sujet. Pourtant, il rappelle le principe suivant. Examiner ou soigner des détenus soumis à des moyens de contrainte est une pratique hautement contestable, tant du point de vue déontologique que du point de vue clinique. Il n'empêche que de telles pratiques sont régulièrement dénoncées tant au niveau national qu'au niveau international.
Plusieurs associations ont d'ailleurs alerté le Comité contre la torture ainsi que le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. De telles dénonciations visent les femmes en général et les femmes enceintes ou les jeunes mères en particulier. Pourtant, là encore, de manière unanime, les normes énoncent que les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur les femmes pendant le travail, l'accouchement ou immédiatement après l'accouchement. Ce principe est rappelé tant par le Comité européen pour la prévention de la torture que par plusieurs rapporteurs spéciaux. Outre le maintien des moyens de contrainte, c'est la présence du personnel pénitentiaire durant les consultations médicales qui est souvent décriée. La circulaire du 18 novembre 2004, qui est relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation ou d'un examen médical, prévoit, selon le niveau de sécurité prévu, la présence d'un personnel pénitentiaire au cours même de la consultation médicale. Ce même texte précise que, quel que soit le niveau de surveillance retenu, le chef d'escorte devra veiller à ce que les mesures de sécurité mises en œuvre n'entravent pas la confidentialité de l'entretien médical. Or, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, cette surveillance implique toujours la violation du secret, les actes médicaux étant pratiqués sous l'œil des surveillants, et les propos échangés généralement susceptibles d'être entendus par eux compte tenu de la configuration des locaux à l'hôpital. C'est pourquoi le CPT rappelle que tous les examens, consultations, soins médicaux des détenus doivent toujours être effectués hors de l'écoute et, sauf demande contraire du médecin concernant un cas particulier, hors de la vue du personnel d'escorte, qu'il soit pénitentiaire ou de police. Dans le même sens, le contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que les consultations médicales se déroulent hors la présence d'une escorte et que la surveillance soit toujours indirecte, c'est-à-dire hors de vue et d'oreille du patient détenu. Pourtant, la présence régulière du personnel pénitentiaire, notamment lors de consultations médicales, de mammographies ou encore d'examens gynécologiques, est régulièrement dénoncée. Il en serait de même durant les interruptions volontaires de grossesse, ainsi que durant des soins à la suite d'une fausse couche. Enfin, en dépit des dispositions prévues par le guide méthodologique prise en charge des personnes placées sous main de justice, il a été déploré la présence régulière du personnel pénitentiaire durant des accouchements. Ces anomalies ont d'ailleurs été rapportées aux 2 comités onusiens cités précédemment. Pour éviter de se retrouver confrontés à une telle situation, des médecins ont d'ailleurs pu faire le choix de refuser de prendre en charge des personnes détenues. La présence du personnel pénitentiaire ainsi que le maintien des moyens de contrainte durant les consultations médicales ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations de l'État. S'agissant de l'hospitalisation au sein de l'hôpital de proximité maintenant, les unités pour malades difficiles, aussi appelées UMD, accueillent les patients relevant de soins psychiatriques sans consentement, et ce, en vertu de l'article R 3222-1 du Code de la santé publique. Elles accueillent plus particulièrement les patients qui nécessitent des protocoles thérapeutiques intensifs et des mesures de sécurité particulières. En attendant la finalisation du programme de construction des UHSA, ce type de patient sera donc accueilli au sein des UMD. Or, le contrôleur général des lieux de privation de liberté dénonce un accueil très inégalitaire de femmes au sein de plusieurs structures de santé et notamment au sein des UMD. En effet, sur les 10 UMD existantes, seules 2 UMD, celle de Villejuif et celle de Montpavé, disposent de places réservées aux femmes. Ces 2 UMD disposent d'une quarantaine de places disponibles pour les femmes. Cette situation n'est pas satisfaisante dans la mesure où l'accès aux UMD pour les femmes n'est pas possible sur l'ensemble du territoire français. C'est pourquoi le contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que l'ensemble des UMD du territoire disposent de places pour garantir l'accueil des femmes. Nous arrivons au terme de cette partie et nous pouvons d'ores et déjà conclure que l'accès aux soins des femmes détenues dans les établissements pénitentiaires est très insuffisamment garanti.
Mais outre cet aspect et conformément à la définition du droit à la santé rappelée dans l'introduction, le droit à la santé est un droit global composé également des facteurs déterminants de la santé, parmi lesquels le logement ou encore l'hygiène. De ce fait, l'impasse ne peut être faite sur l'environnement qu'offre la détention et plus globalement sur les conditions de détention qui pèsent tout autant dans l'évaluation de l'effectivité du droit à la santé des femmes détenues. Donc, s'agissant des conditions de vie maintenant, des atteintes à leurs droits relatives au corps et à l'esprit sont là aussi régulièrement dénoncées. Donc, s'agissant des atteintes relatives au corps tout d'abord, durant la période des menstruations, les femmes incarcérées dans d'anciennes prisons ne peuvent bénéficier que d'un accès aux douches très limité. En outre, la précarité menstruelle vécue par de nombreuses femmes a là aussi été mise en évidence. S'agissant d'un accès aux douches limité, y compris durant les menstruations tout d'abord. En matière de douche, des dispositions sont présentes tant au niveau international qu'au niveau national. Au niveau international, c'est la règle 16 des règles Nelson Mandela qui prévoit que les installations de bain et de douche doivent être utilisées à une température adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige l'hygiène générale selon la saison et la région géographique. Cette règle précise toutefois que sous un climat tempéré, les personnes détenues doivent pouvoir prendre un bain ou une douche au moins une fois par semaine. Cette règle, rappelée également dans les recommandations de l'OMS, s'applique à tous les détenus sans exception. À ce propos, les règles pénitentiaires européennes sont davantage exigeantes. En effet, elles fixent un minimum acceptable de douche à 2 fois par semaine. Elles précisent toutefois que la possibilité de pouvoir se doucher quotidiennement est préférable. Et cette précision est également rappelée par les règles européennes pour les délinquants mineurs. Pour les femmes maintenant en particulier, c'est le Comité européen pour la prévention de la torture qui préconise qu'il convient de veiller à ce qu'elles puissent à tout moment accéder à des installations sanitaires. Au niveau national, la fréquence d'accès aux douches prévue par les textes est encore plus élevée. En effet, c'est l'article R 321-5 du Code pénitentiaire qui énonce que chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins 3 fois par semaine. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, pour sa part, recommande un accès libre ou à défaut quotidien et sans attente aux douches. En période de situation exceptionnelle, comme cela peut être le cas durant la canicule, des dispositions peuvent recommander un accès quotidien aux douches. En pratique, dans les anciennes prisons, celles dans lesquelles les cellules ne sont pas toutes dotées de douches, les femmes n'ont droit, comme les hommes, qu'à 3 douches par semaine. Et cette situation n'a absolument rien de surprenant. En effet, le droit français en général et le code pénitentiaire en particulier ne prévoient aucune spécificité au sujet des menstruations. À propos de la précarité menstruelle maintenant, les règles pénitentiaires européennes énoncent très généralement que des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes. Les règles de Bangkok précisent à ce sujet que les locaux hébergeant les femmes détenues doivent comporter les fournitures nécessaires pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'hygiène, notamment des serviettes hygiéniques fournies gratuitement. Ce principe a été redit par la suite par le Comité européen pour la prévention de la torture. Par ailleurs, dans 2 de ses résolutions, le Parlement européen rappelle la nécessité de prendre des mesures en faveur d'une meilleure prise en compte des besoins distincts des femmes détenues en ce qui concerne les fournitures hygiéniques nécessaires. Dans ses recommandations, le contrôleur général des lieux de privation de liberté prévoit que les responsables doivent tenir à la disposition des personnes détenues des produits d'hygiène adaptés à leur genre. Une circulaire de 2022 prévoit qu'à leur arrivée, les femmes se verront notamment remettre un kit d'hygiène qui comprend le nécessaire de toilette. Ce kit d'hygiène inclut notamment des serviettes hygiéniques. Et ce kit sera renouvelé une fois par mois, mais uniquement pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes, au sens de l'article D 333-1 du Code pénitentiaire. Dans les faits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté informait avoir été alerté que la situation de précarité menstruelle vécue par un grand nombre de femmes détenues perdurait.
Cela signifiait qu'un grand nombre de femmes ne disposaient pas de protection périodique nécessaire durant leurs règles. Et cette situation résultait du fait que jusqu'à très récemment, les protections n'étaient pas fournies par l'administration pénitentiaire. En effet, bien que le kit d'hygiène fourni à l'entrée en détention contienne des protections périodiques, il arrive dans certains cas que ce kit ne soit pas délivré aux arrivants. Et lorsque ce kit est délivré, il arrivait aussi que celui-ci soit incomplet. Et pour les femmes non reconnues sans ressources suffisantes, la précarité menstruelle pouvait résulter du coût onéreux de ces protections périodiques en prison. Dans ces conditions, les femmes étaient obligées d'avoir recours à des moyens alternatifs. Cette situation était désastreuse tant elle pouvait entraîner des conséquences graves sur la santé et sur l'hygiène des femmes. Longtemps ignorée, depuis 2019, toute la classe politique s'est mobilisée autour de la question de la précarité menstruelle. Et d'ailleurs, depuis septembre 2020, un plan de lutte contre la précarité menstruelle a été mis en place dans les prisons. Ce plan, qui a pour ambition, entre autres, de prévenir les risques sanitaires, inclut notamment la gratuité des protections périodiques auprès de toutes les personnes détenues qui souhaiteraient y avoir accès. Ce plan inclut également la mise en place d'ateliers de conseil et de sensibilisation à l'hygiène menstruelle, à l'attention de la population pénale notamment. À propos maintenant des atteintes relatives à l'esprit. Ces atteintes visent pour certaines l'ensemble des femmes incarcérées, quand d'autres concernent plus spécifiquement les femmes trans. S'agissant tout d'abord des atteintes qui visent l'ensemble des femmes détenues. Donc, de multiples atteintes aux droits des femmes sont régulièrement dénoncées, parmi lesquelles le droit au maintien des liens familiaux, le droit d'accès aux activités ou encore à leur dignité. À propos des atteintes à leur dignité, tout d'abord. Dans un avis, le contrôleur général des lieux de privation de liberté expose qu'il a pu constater que dans un grand nombre d'établissements pénitentiaires, les femmes se plaignent du fait que la gamme des produits d'hygiène féminine, tels que les tampons ou encore les serviettes hygiéniques, soit réduite. En outre, les femmes se plaignent également du fait que les produits ou accessoires disponibles en cantine, tels que du maquillage, des teintures pour cheveux ou encore du matériel d'épilation, soient restreints. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté rappelle en outre que le kit d'hygiène fourni aux femmes détenues est le même que celui fourni aux hommes, à l'exception de l'ajout de serviettes hygiéniques dont la qualité est très souvent jugée sommaire. En effet, le Conseil économique, social et environnemental, également appelé CESE, informe que la qualité ainsi que la quantité de produits ne sont pas égales pour toutes les femmes détenues. Pour les autres produits de base, comme des brosses à cheveux par exemple, les femmes devront se les procurer via des cantines exceptionnelles et non des cantines classiques, contrairement aux hommes. Mais les cantines exceptionnelles sont soumises à autorisation du chef d'établissement. De ce fait, il pourra exister des disparités très importantes entre les différents établissements concernés. C'est d'ailleurs ce que déplore l'Observatoire international des prisons. Les difficultés d'accès sont encore davantage accentuées lorsqu'il s'agit des femmes trans. Dans ces conditions, pourtant, le contrôleur général des lieux de privation de liberté déplorait que des motifs de sécurité soient trop souvent invoqués pour refuser aux femmes de se faire apporter des produits de beauté ou d'hygiène par leurs proches au parloir. Pour pallier à l'ensemble de ces problématiques, la garde des Sceaux en poste en 2019 avait annoncé l'instauration d'un groupe de travail qui visait à réinterroger la pertinence et le choix notamment dans la liste des produits de cantine pour l'ensemble des femmes. À propos maintenant des atteintes au droit au maintien des liens familiaux. Le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par des textes du droit international, constitue un droit fondamental. Et ce droit fondamental appartient à tous, y compris aux personnes détenues. En détention, ce droit se traduit par le maintien des liens familiaux. Et le droit au maintien des liens familiaux a été consacré par le législateur français pour la première fois dans la loi pénitentiaire de 2009. Le Parlement européen rappelle que le maintien des liens familiaux est un droit pour toutes les personnes détenues, leurs enfants et les autres membres de leur famille. Selon le rapport Terra, le maintien des liens familiaux participe à réduire stress et anxiété des personnes détenues et il est donc
fondamental en ce qu'il permet un équilibre mental des personnes détenues. Selon les règles Nelson Mandela, les sanctions disciplinaires ou mesures restrictives ne doivent jamais consister en une interdiction de contact total avec la famille. Cette interdiction est également partagée par les règles de Bangkok, les règles pénitentiaires européennes, ainsi que pour la recommandation relative à la détention provisoire. Néanmoins, ces contacts peuvent être restreints, mais uniquement pour une période très limitée et lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité. Dans les faits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté déplorait dans son avis relatif à la prise en charge des femmes que ces dernières souffrent davantage de la rupture des liens familiaux et ce du fait du maillage territorial déséquilibré des établissements susceptibles de les accueillir. Ce constat est partagé aussi bien par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes que par l'Observatoire international des prisons. Cet état de fait concerne donc tant les femmes que les jeunes filles détenues. Et dans ces conditions, le maintien des liens familiaux s'avère également particulièrement délicat pour les mères détenues. C'est le cas en particulier lorsque les enfants sont placés, ce qui arrive assez fréquemment, ou lorsque ces enfants vivent à l'étranger. Cette situation avait été mise en lumière par l'Observatoire international des prisons ainsi que par la juge Isabelle Rome. Pourtant, les enfants dont la mère est détenue, mais qui ne séjournent pas avec elle en prison, doivent eux aussi pouvoir garder contact avec elle. En ce sens, les règles de Bangkok énoncent que les contacts des femmes détenues avec leur famille, notamment leurs enfants, les personnes qui en ont la garde et les représentants légaux de ceux-ci, doivent être encouragés et facilités par tout moyen raisonnable. En outre, cette même règle prévoit que des mesures doivent, si possible, être prises pour compenser le handicap que représente une détention dans un établissement éloigné du domicile. S'agissant maintenant des possibilités réduites d'activité. Le Parlement européen rappelle que l'accès régulier de tous les détenus à des activités est là aussi fondamental pour la préservation de leur équilibre psychologique. Cet accès doit se réaliser en toute sécurité. Il concerne un ensemble d'activités, parmi lesquelles le travail, la formation professionnelle et l'enseignement, mais également les activités récréatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques. L'accès régulier à des activités revêt une importance capitale pour la santé mentale et le bien-être social des détenus en général. L'accès régulier à des activités est d'ailleurs érigé en droit dans une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ce droit, là aussi, s'applique à tous les détenus et notamment les détenus étrangers. Et d'ailleurs, aucune restriction ne pourra être tolérée, notamment pour les personnes détenues séropositives. Ce droit ne doit pas non plus faire l'objet de discrimination entre les hommes et les femmes. Et en France, depuis la loi du 24 novembre 2009, la loi pénitentiaire citée précédemment, chaque personne détenue a l'obligation d'exercer une activité. En ce sens, dans un rapport, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a signalé que le manque d'activité est préjudiciable à tous les détenus. Il a précisé qu'il était particulièrement nocif tant pour les mineurs détenus que pour les enfants détenus avec leur mère. Ce constat est là aussi partagé par le Comité européen pour la prévention de la torture. De ce fait, le CPT préconise notamment qu'il soit proposé aux mineurs un programme complet d'activités en dehors des cellules. Des activités constructives et motivantes doivent être proposées tous les jours, y compris les samedis, les dimanches et les jours fériés. À défaut, selon le rapporteur spécial sur la torture, le manque d'activité peut créer un risque de violence et de mauvais traitements. Il est donc à ce titre attentatoire à la santé et à l'intégrité physique et psychique des personnes détenues. En pratique, le contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture déplorent un accès moins facile aux activités du fait de la non-mixité de ces activités et de l'enclavement de lieux réservés aux femmes. L'Observatoire international des prisons déplore également un accès au travail et à la formation très insuffisant. Cette situation préoccupait d'ailleurs le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,
ainsi que le CESE. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté, s'agissant des jeunes filles détenues, qu'elles aussi souffraient d'un accès réduit ou inadéquat aux activités. Néanmoins, depuis ce constat, la législation a évolué. En effet, l'article L 411-3 du Code pénitentiaire énonce que les activités sont organisées de façon mixte, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des 59 établissements pénitentiaires mixtes. Passons maintenant aux atteintes s'agissant des femmes trans plus particulièrement. En 2021, un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté a remis en lumière les conditions particulièrement difficiles de détention des femmes trans notamment, allant de la non prise en compte de l'identité de genre au moment de l'incarcération, en passant par un recours quasi systématique à l'isolement. D'autres discriminations ont été mises en lumière par l'Observatoire international des prisons. Les conditions d'incarcération des personnes trans peuvent les exposer à de potentielles violences pouvant être à l'origine d'actes d'automutilation, voire de suicide. Face à ce constat, le Comité européen pour la prévention de la torture ainsi que le ministère de la Justice sont venus récemment enrichir les normes en vigueur. Une incarcération non conforme à l'identité de genre, tout d'abord. Dans son avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a pu constater que dans l'immense majorité des cas, les personnes trans sont incarcérées dans des établissements ou dans des quartiers qui ne correspondent pas à leur identité de genre. En effet, en l'état actuel des choses, seules les personnes qui ont bénéficié d'un changement d'état civil et d'une opération de réassignation génitale sont assurées de bénéficier d'une incarcération conforme à leur genre. Dans les autres cas, une grande liberté de manœuvre est laissée aux directions des établissements pénitentiaires. Dans ces conditions, les personnes trans qui n'ont pas bénéficié donc d'un changement d'état civil ou d'une opération de réassignation génitale ne peuvent pas toujours librement exprimer leur genre. En effet, dans l'hypothèse où les personnes trans sont incarcérées en quartier ordinaire, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a pu constater que leur capacité d'expression de leur genre est fortement restreinte, voire même annihilée. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les femmes trans. En effet, en établissement pour hommes, par exemple, il sera interdit pour une femme trans de porter des vêtements dits féminins. Ils auront par ailleurs difficilement accès aux produits de soins, de maquillage ou d'hygiène féminin. Leur liberté se trouve, dans ces conditions, fortement entravée. Cette situation peut générer une réelle souffrance morale, pouvant conduire à des actes d'auto-agression. En outre, les femmes trans incarcérées en établissement pour hommes sont particulièrement exposées à des violences, du harcèlement et des agressions, tant de la part de certains détenus que de certains gardiens. Et d'ailleurs, des témoignages abondent dans ce sens. À propos maintenant d'un accès limité aux activités et l'interdiction de contact humain. Qu'elles soient incarcérées dans un quartier spécifique, comme il en existe au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ou en détention ordinaire, et le plus souvent en quartier d'isolement, les personnes trans souffrent souvent d'une très grande solitude. En effet, elles ont l'interdiction de côtoyer le reste de la détention. De ce fait, elles vont en promenade séparées des autres détenus. Et du fait de cette interdiction de côtoyer le reste de la détention, les personnes trans souffrent d'un manque de contact humain, mais aussi d'un accès réduit au travail ainsi qu'aux activités. Dans ces conditions, elles vivent souvent ce que l'une d'entre elles qualifiait de prison dans la prison. L'isolement des femmes trans vise à les préserver des violences dont elles pourraient faire l'objet. Mais cette mesure peut générer une autre forme de violence, la violence contre soi-même. En effet, le fait de ne pouvoir côtoyer personne, d'être privé d'activité et de travail, peut conduire à une dégradation de leur santé psychique, voire les mener au suicide. Cet état de fait avait été signalé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. En définitive, les femmes ainsi que les filles détenues subissent des atteintes spécifiques à leur droit à la santé. Ces atteintes sont liées d'une part aux discriminations qu'elles subissent en tant que femmes et d'autre part au manque de mesures prises au niveau étatique pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Cette situation résulte du fait que la prison n'est autre qu'une maison des hommes. Il arrive même que ce lieu mette en concurrence les femmes et les filles incarcérées, et ce, au détriment des mineurs. En effet, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté que le principe de séparation n'était pas toujours appliqué s'agissant des majeurs et des mineurs. Ce constat est partagé par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que par le défenseur des droits. Pourtant, au niveau international, les règles Nelson Mandela prévoient, tout comme la Convention internationale des droits de l'enfant ou encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que les jeunes détenus devront être séparés des adultes. En vertu de ce principe, dont la fonction est d'assurer, entre autres, la protection et la sûreté des personnes privées de liberté, les filles devraient séjourner dans des unités spécifiques. Pourtant, il arrive fréquemment que les filles ne soient pas détenues au sein des quartiers pour mineurs, mais hébergées dans les quartiers réservés aux femmes, sans aménagement particulier au regard de leur âge. Cette situation, contraire à la loi, suscite des tensions entre les mineurs et les détenus plus âgés et génère des risques d'exposition à la violence ou à l'exploitation. Elle engendre également une réduction des droits des mineurs, parmi lesquels le droit à la santé. La garantie de ce droit est plus globalement l'effectivité du traitement approprié de la détention des femmes devra passer par la résolution de situations bien plus globales, telles que la surpopulation carcérale et l'amélioration des conditions de détention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pauline, pour cet exposé très intéressant. Je vais juste vous demander d'arrêter le partage d'écran si c'est possible. Voilà, parfait. Merci bien. On va voir s'il y a des questions. J'en ai moi-même quelques-unes en vous écoutant. Mais je vais attendre s'il y a des questions avant. Et sinon, après, je les poserai et j'en ai la parole à ceux qui sont présents parmi les intervenants. Bon, quand je vois pas de questions pour l'instant, alors je vais commencer par une première question qui m'est venue tout de suite à l'esprit qu'en fait, en vous écoutant. Euh, c'est une question innocente parce que comme je connais pas le contexte, c'est par méconnaissance de ma part, mais est-ce que vous pourriez un petit peu éclairer la question de le recours à la contraception en prison? Pour quelles raisons parce que est-ce qu'il y a des rapports qui se passent pour avoir de la contraception? C'est quoi le but dans ce cas-là? Alors en fait, il y a ce qu'on appelle des permissions de sortie en détention. Donc, premier point, la contraception a une visée contraceptive spécifique, le fait de ne pas avoir d'enfant. Donc, les femmes détenues pourraient éventuellement avoir soit des autorisations de sortie, soit une possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle des UVF, donc des unités de vie familiale ou des salons familiaux. Ce sont des structures au sein desquelles les personnes peuvent retrouver leur famille pendant 48 à 72 heures et au sein desquelles elles vivent comme si elles étaient à l'extérieur. Il n'y a pas de contrôle ou d'interdiction de relations sexuelles au sein de la prison. Donc, dans ce cas de figure, le moyen de contraception sera nécessaire puisqu'il y a potentialité d'avoir des relations sexuelles. S'il y a permission de sortie, bien évidemment, la personne sort à l'extérieur de la prison, sort pour le motif pour lequel le motif énoncé, pour raison médicale, pour rapprochement avec la famille, etc., revient là aussi risque. Autre situation, le moyen de contraception peut aussi être utilisé, notamment dans le cadre de traitements hormonal, par exemple. Donc, il n'a pas uniquement une visée en lien avec la maternité, pardon. Donc, c'est en ce sens-là que le Comité européen pour la prévention de la torture, déjà de manière générale, les personnes privées de liberté ne sont privées que de liberté et donc de rien d'autre, et donc ont droit à tous les traitements et à tous les soins disponibles aussi bien en milieu libre qu'à l'intérieur de la prison. Mais dans ce cas précis, il y a une visée médicale du moyen de contraception. Et c'est pourquoi est-ce que ce dispositif doit également être disponible en détention. Du côté de traitement médical, je pense qu'il y a une division dans les opinions à ce sujet parce qu'il y a certains spécialistes, médecins qui, voilà, qui ne sont pas d'accord sur ce côté, mais bon, c'est une autre question à gérer. Je laisse les médecins répondre sur ce Euh, sujet. oui, oui, tout à fait. En attendant les questions de la part des participants, j'en ai une autre. Il y a la recommandation qui est très intéressante.
ce que les consultations médicales se déroulent hors la présence d'une escorte et que la surveillance soit indirecte, donc c'est-à-dire hors de vue et d'oreille du patient détenu. Est-ce que ça se pratique en fait, cette recommandation, elle est mise en place, d'une façon concrète ou c'est juste une recommandation qui n'a pas encore d'effet? Ce sont plus des recommandations qui n'ont pas d'effet et au regard de la circulaire que j'ai mentionnée de 2004, qui prévoit la présence du personnel au sein même, du lieu où est dispensé le soin. Donc en fonction du niveau de sécurité, prévu, il y a 4 niveaux de sécurité. Le niveau, 4 étant le niveau le plus restrictif. Dans ce cas de figure, la personne sera présente avec le personnel de surveillance au sein même du cabinet du médecin ou alors, dans le lieu où sera dispensé, les soins en question. Donc, cette circulaire questionne par rapport aux recommandations, mais pas uniquement les recommandations, aussi par rapport aux dispositions qui sont prévues à ce sujet-là. Donc, cette circulaire est contestable. Merci bien, merci bien. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Pas encore, je poserai une moi-même dans ce cas-là encore, désolé, hein. Mais Oui, alors pour les participants, pour éviter les confusions, si on a bien compris, quand vous évoquez la question de femme trans, on parle d'une personne née homme et qui s'identifie comme femme. C'est et qui, ça pardon? le. Quand on parle d'une femme trans, on parle d'une personne née homme et qui s'identifie comme femme. C'est ça. Voilà, c'était une question qui était posée déjà En tout à fait, l'heure, mais je m'y ai répondu. Alors je dans l'ai ce défini, cas-là, j'ai défini tout à dans, je ne sais pas si vous avez entendu dans l'exposé, j'ai défini au regard d'une définition qui avait été donnée par Amnesty International. Et je voudrais juste aussi rectifier par rapport à une intervenante qui est intervenue ce matin, de ne pas faire de confusion entre le genre et le sexe. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en vertu du principe de séparation des femmes et des hommes qui est en vigueur en prison, les personnes sont séparées selon leur sexe et non leur genre. Et donc cela est attentatoire à plusieurs droit, et c'est ce que j'ai cité tout au long de mon exposé. Et ça génère non seulement une souffrance, mais également des atteintes. Parce qu'en fait, on considère, en France en tout cas, que les personnes trans ne sont visibles que quand l'état civil mentionne femme ou homme, en fonction du sexe dont on parle, ou quand il y a une réassignation génitale, c'est-à-dire quand il y a une opération. Mais il y a tout un panel de personnes qui se considèrent comme étant trans et qui pour autant soit sont dans un chemin de transition et donc n'ont pas encore passé le cap, si je puis dire, soit ne souhaitent pas en fait subir cette opération-là. Et pour ces personnes-là, ça pose de réelles problématiques au sein même des prisons, mais pas uniquement. Mais en tout cas, c'est mon sujet aujourd'hui, donc c'est celui dont je parle. ça soulève une question quand même qui se pose dans le domaine de la bioéthique, dans plusieurs secteurs. C'est que si la personne n'a pas encore fait sa transition biologique, hein, et elle est juste uniquement en état civil peut-être, ou elle s'identifie comme femme, la question se pose qui se passe, parce que vous avez évoqué la violence qui se passe dans les prisons de masse des hommes à l'égard des hommes trans, dans ce cas-là. Des femmes Mais trans. est-ce que l'inverse, ça se passe? C'est-à-dire une femme trans dans des prisons où il y a des femmes, avec les violences qui se passent entre elles, est-ce que ça dégénère aussi des dégâts physiques, notamment si je peux souligner aussi l'aspect quand même de la musculation, de la densité osseuse de la personne qui est trans, qui n'est pas au même niveau, entre guillemets, biologique de la femme en tant que, voilà, qui est née femme et qui est femme. Alors, à l'heure actuelle, ce qui a été visibilisé en termes de violence, c'est davantage les violences qui sont subies par les femmes trans, par rapport aussi à la réalité pénale actuelle en France, où il y a davantage de femmes trans par rapport aux différentes pénalisations en vigueur, notamment en lien avec la prostitution. Donc, les connaissances, en tout cas les témoignages, et j'ai moi-même été en immersion au sein d'un établissement pénitentiaire au sein duquel j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs femmes trans. Je n'ai rencontré que des femmes trans. Je n'ai pas rencontré d'hommes trans, donc je ne peux pas répondre sur ce sujet. Et ce qui est mis en lumière, alors évidemment, on parle pour l'ensemble du panel, mais ce qui est mis en lumière sont davantage les femmes que les hommes. Pour autant, il y a quelques témoignages, mais c'est très anecdotique, d'hommes trans qui commencent un petit peu à émerger, mais qui sont évidemment beaucoup moins visés, pardon.
et donc je ne pourrais pas parler de ce sujet-là, mais je peux l'imaginer en fait en tous les cas s'agissant de la violence. Merci bien, merci bien. Est-ce que quelqu'un de ceux qui sont présents parmi les intervenants souhaiterait dire un petit mot ou partager une idée à ce sujet? Non, je vois pas. Bon, en tout cas, un grand merci, Pauline, vraiment pour cette intervention très nouvelle, je dirais, quand même, parce que ça, c'est une découverte de ce domaine de prison et notamment pour les femmes aujourd'hui. Et c'est On normal, c'est va, parce que c'est un sujet qui est très peu évoqué en fait. Et j'ai eu la chance en travaillant sur la question des prisons, j'ai eu la chance de. Je suis désolée, c'est mon petit garçon que vous entendez. Je ne sais pas oui, si vous. pas de Non, souci. pardon. C'est un sujet sur lequel j'ai eu la chance de travailler et la question des minorités incarcérées est très peu évoquée. Donc, merci de m'avoir permis d'en parler aujourd'hui. Alors, merci à vous d'avoir partagé cette expérience et ce savoir avec nous.